Demandé d'introduire à son introduction, c'est quand même pas très facile. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs introduire une introduction, c'est-à-dire que bon, je peux le faire en 30 secondes, dire la journée s'appelle ce que la sociologie fait à ses lecteurs, sur les lectures de Bourdieu en situation de déclassement, rencontre autour du livre de Raphaël. On peut dire que la sociologie, en tout cas telle que la décrivait par exemple Wolf Lepenies, c'est une discipline qui se situe quelque part entre la science et la littérature, entre faculté des sciences et faculté des lettres. Voilà. Aujourd'hui, ça se déclinerait peut-être quelque chose qui se situe dans la pratique, en tout cas, entre les statistiques, côté des sciences, et puis l'ethnographie, côté littérature. C'est peut-être le mode de la déclinaison ancienne que proposait Wolf Lepenies. C'est disait Bourdieu, la moins littéraire des disciplines littéraires et la moins scientifique des disciplines scientifiques. Je trouvais ça, j'ai relevé quelques citations de Bourdieu, donc je vais égrener mon truc. Voilà. C'est, en fait, je crois, de façon plus générale, une discipline bimodale, à deux faces, quoi, de façon beaucoup plus générale. On pourrait dire aussi, par exemple, que c'est une discipline qui se situe entre théorie et empirie. Voilà. Bourdieu encore, je cite, cours de sociologie générale 1. Plus on s'éloigne de la philosophie, plus on s'alourdit en matériel et plus on s'allège en théorie. Les deux, voilà, deux pôles, là encore, entre deux, enfin voilà, situé entre deux univers. C'est aussi, on pourrait dire aussi sans doute, enfin on aurait pu le dire, je crois, si on une sociologie une discipline qui se distribue entre hommes et femmes, c'est sans doute un aspect. Alors Bourdieu disait la sociologie est masculine et la psychologie est féminine. Bon, ça date, je crois. Je suis pas sûr que ce soit encore tellement vrai, quoi. Enfin, ça serait intéressant de faire les comptes. Je suis pas sûr que la sociologie soit encore tellement masculine, quoi. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus féminine. Alors est-ce que ça veut dire que la psychologie, oui, toujours féminine, je crois. Mais est-ce que la sociologie est devenue plus psychologique? Je sais pas. Avec l'arrivée des femmes, bon, enfin, c'est une question. Voilà. Bon, du coup, voilà, on pourrait continuer, comme ça, écarteler comme ça cette discipline entre deux pôles. De façon générale, ça amène à se demander quel genre de disposition il faut pour devenir sociologue, étant donné justement cette position compliquée de la sociologie. C'est-à-dire qu'au fond, il y a sans doute des tas de dispositions qui font l'affaire, des tas de possibilités extrêmement diversifiées de devenir sociologue et d'être sociologue. D'où sans doute, je crois, alors ça c'est une hypothèse qu'on pourrait faire, une très grande hétérogénéité du monde des sociologues, un univers très très dispersé, quoi. Ça se pourrait bien, quoi. En tout cas, c'est une hypothèse que je pourrais faire. Je n'ai pas fait d'enquête, j'en sais rien. Je me suis rendu compte d'ailleurs en essayant de faire ça que je savais rien sur le monde des sociologues. Non, c'est vrai, en fait, de quoi il est fait, qui y a dedans, j'en sais rien. Voilà. C'est une enquête à faire, quoi. Ce serait bien faire une sociologie des sociologues, ce serait intéressant de savoir un petit peu qu'il y a dans ce monde-là. Bon. Yvette Delceau disait, pour ces raisons-là, je crois, il y a longtemps aussi, c'était une discipline refuge, bon, voilà, ou un pavillon de complaisance aussi, quelqu'un avait dit ça un peu méchamment, quoi. Bon, c'était une espèce de label qui abrite des tas de gens extrêmement différents, pour dire de façon plus savante, pour dire qu'il y a une espèce de décristallisation du statut des sociologues, quoi, une espèce d'univers, en fait, extrêmement composite. Voilà. De sorte que je crois qu'on peut dire, sans doute, des sociologues, ce que Bourdieu disait des intellectuels, ou ce qu'il a dit une fois des intellectuels. Je vous le dis parce que c'est drôle. C'est méchant, mais drôle. Il disait, toujours dans le cours de sociologie générale, je suis en train de le relire. Je le relis pour de vrai, en ce moment. Je relis. Le propre d'un champ intellectuel, c'est précisément de lutter pour savoir ce qu'est un intellectuel. C'est-à-dire
pour imposer la définition légitime d'un intellectuel pour laquelle il n'y a qu'un représentant légitime, celui qui formule la définition. Voilà, je crois que c'est bien, d'une certaine façon, c'est bien vu. En tout cas, ça indique bien, je crois, un aspect du problème, voilà, propre à ce type-là d'univers. Voilà, je pourrais m'en tenir là sur la sociologie, mais je vais poursuivre. J'ai pas épuisé mes 10 minutes, donc je vais poursuivre un tout petit peu. Pour poursuivre ma visite guidée, indiquer c'est quoi la sociologie en très peu de mots. J'aurais pu bien sûr aussi évoquer la condition scolastique, et récapituler les travers propres à la condition scolastique, tout ce qu'elle induit, etc. Mais bon, je vais pas faire ça, je vais en donner une vision beaucoup moins éthérée. Alors, un peu par hasard, parce que j'ai lu récemment le livre d'Étienne Hanheim, qui s'appelle le travail de l'histoire, que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça une façon très très sympathique, une façon de parler du métier de chercheur. Voilà. Et je pense qu'on peut transposer très bien ce que dit Hanheim à propos des historiens aux sociologues. Donc je vais faire très très rapidement une ébauche de transposition possible, je crois, de la pratique du métier de sociologue à partir de ce qu'il dit du métier d'historien. Alors d'abord 2 remarques. Il me semble que, première remarque, pas plus, je crois, que les historiens n'ont le monopole du discours sur le passé, les sociologues n'ont le monopole du discours sur le monde social d'aujourd'hui. On a des tas de concurrents, c'est comme ça, mais ça fait partie, je crois, des conditions fortes de ce que c'est que l'exercice de ce métier. Alors évidemment, comme les historiens, ils entendent pratiquer ce métier pas de la même façon que les autres, pas de la même façon que les politiques, que les journalistes, etc. Mais voilà, c'est comme ça, ils ont des concurrents, ils ont fort à faire, quoi, avec une concurrence extrêmement vive qui les cerne de partout. La deuxième remarque que je voudrais faire, inspiré là aussi d'Hanheim, c'est que de la même façon que les historiens exercent leur métier dans un cadre institutionnel, voilà, ce qui conduit à les envisager le métier de façon un peu plus prosaïque à travers la condition scolastique, le cadre institutionnel existe aussi pour les sociologues, et on peut dire de ce cadre qu'il vise sans doute plus à assurer sa reproduction qu'à faire, à proprement parler, avancer la science. Ça veut pas dire qu'il fait pas avancer la science, mais enfin bon, il fait aussi autre chose, quoi. Il reproduit aussi constamment ce cadre institutionnel. Voilà. Donc je vais conclure dans le registre ce registre très prosaïque par une liste non exhaustive démarquée de celle d'Hanheim des activités d'un sociologue au CNRS. Je crois que voilà, alors ça fait, j'en ai regroupé ça en 6 types d'activités. On est sociologue, je crois, bon ça va de soi, on fait par ça là, en lisant, en enquêtant, en écrivant, bien sûr. Bon, étant entendu, il faut le dire, c'est important, je crois, qu'on n'a jamais fini d'apprendre, voilà. Quand on nous invite en particulier à l'interdisciplinarité, comme on le fait de plus en plus, ça invite à devoir compléter constamment sa boîte à outils, et ça peut être très très lourd, quoi. Ça peut être un travail tout à fait considérable. Si on prend au sérieux le mot d'ordre, bon, ça veut dire passer beaucoup de temps. Bon. Et on écrit, oui bien sûr, mais on écrit toujours avec ou contre d'autres. C'est important de penser ça aussi, je crois, voilà, de faire ce métier-là. Voilà, on écrit, mais bon. Voilà. Mais bon, on ne fait pas que penser, lire, enquêter, écrire, mais aussi on enseigne, très très souvent, c'est important, ça prend du temps. On enseigne, ce qui est une bonne occasion d'apprendre aussi, et de vérifier qu'on a compris. Je pense que c'est très important d'enseigner, enfin à mon avis, enfin mon expérience en tout cas, c'est ça. J'ai beaucoup appris en enseignant, ça me semble tout à fait essentiel. Troisième chose, troisième type d'activité aussi très importante, je crois, parce que ça prend du temps, et puis c'est pas très facile, on évalue, et on est évalué. Alors, ça aussi, ça fait partie du job, il faut faire ça, quoi. On évalue, on est évalué, avec tous les désagréments que ça comporte. Dans les deux positions, c'est pas plus agréable d'évaluer que d'être évalué, quoi. Enfin, pour moi en tout cas, je trouve ça vraiment très déplaisant, mais il faut bien le faire, quoi. Bon. Ce qui veut dire, comme activité succursale, qui me prend beaucoup de temps aussi, on édite par exemple. Éditer, c'est une manière, ça a à voir avec évaluer, quoi. Bon, voilà. Donc on édite, ce qui veut dire que là encore, il faut lire, mais aussi corriger, suggérer, indiquer des choses à faire, etc. Bon.
Quatrième type d'activité, on administre aussi. Alors, je suis émérite, donc je fais plus ça, je suis débarrassé de ça, quoi. Mais j'ai passé pas mal de temps à faire ça, en étant voilà, directeur de labo, des choses comme ça. Ça prend du temps, on administre, donc il faut faire fonctionner les institutions. Voilà, les labos, mais aussi les syndicats. Ça ne marche pas tout seul, quoi. Bon, enfin, voilà, toutes ces choses-là prennent du temps. Et ça fait partie de, je crois, de l'exercice du métier. Cinquième point, aussi qui prend du temps aussi, même peut-être de plus en plus, on écrit des projets de recherche, c'est important ça aussi. Alors comme il faut voilà, faire des recherches quand on n'a pas de financement, il faut chercher des financements, puis on nous invite quoi, bon, voilà, à écrire des projets de recherche, donc voilà, se lancer dans des projets de recherche, faire de la recherche collective, donc voilà, répondre à l'ANR, c'est devenu une activité importante aujourd'hui, ça prend du temps, voilà. Avec tout ce que ça veut dire, donc monter des groupes, des projets collectifs nationaux ou internationaux, même si, bon, etc. Voilà. J'en suis où? Cinquièmement, sixièmement, j'aurais fini avec ça, oui, voilà, en intervenant, en cause, voilà, ce qu'on est en train de faire ici, en intervenant entre soi, donc c'est les séminaires, les journées d'études, les colloques, etc. Mais aussi à l'extérieur, alors nationalement, internationalement, c'est de plus en plus recommandé, plus on va loin, mieux c'est, quoi. Bon, voilà, si on va parler au Japon, c'est très très bien, quoi. Bon. Enfin, c'est censé être très très bien, il y a une espèce de hiérarchie implicite comme ça des lieux où on parle. Bon. Voilà, donc en parlant entre soi, nationalement, internationalement, et puis aussi à l'extérieur, aussi les médias, bah, c'est aussi cette espèce d'intervention. Autrefois, c'était, je sais pas quoi, les universités populaires, maintenant il faut aller à France Culture, quoi, bon, ou à BFM, quoi, bon, voilà, pour aller essayer de faire entendre le point de vue de la sociologie sur tel ou tel problème majeur. Voilà, donc aujourd'hui, ben j'ai fini. Aujourd'hui, c'est intervention donc dans une journée d'études un peu particulière. Voilà, je laisse la place à Raphaël pour faire la vraie introduction. Donc, merci Gérard pour cette introduction de l'introduction. Alors j'ai intitulé mon intervention présenter, s'objectiver, comme vous l'avez vu sur le programme. Alors je tiens bien entendu à remercier très sincèrement chacun d'entre vous les intervenants, d'avoir accepté de participer à cette journée d'études, de rencontres, en y apportant vos contributions autour des réflexions que suscite sûrement la lecture de mon livre « Lire Bourdieu de l'usine à la fac, histoire d'une révélation ». Donc Gérard Mauger et Nicolas Roux à mes côtés m'ont aidé de différentes manières à préparer cette journée et bien évidemment je les remercie beaucoup pour leur soutien. Donc c'est à partir de vos propositions de communication que j'ai pu constituer le programme de cette journée un peu particulière, parce qu'elle réunit des habitués de ce lieu du CNRS et des personnes qui le sont moins, voire qui n'y ont jamais mis les pieds comme moi. Ce qui m'a bien évidemment interrogé sur ma légitimité à organiser cette journée, à la présenter, à m'autoriser une parole dans ce lieu même et face à vous, intervenants autorisés et légitimés dans le champ de la sociologie. Vous êtes tous sociologues, chercheurs, tandis que Mustapha Belloussine, ici présent, et moi-même, nous ne le sommes pas, nous venons d'ailleurs, de ces régions de l'espace social et des mondes du travail d'exécution qui nous ont souvent mis à l'épreuve. Et je dis ceci tout en sachant à la fois ce qui me rapproche et ce qui me sépare, ce qui me distingue socialement de Mustapha. Alors j'y reviendrai peut-être, et je pense que Mustapha, auteur d'un livre intitulé « Précaire » aux éditions Agone, publié en 2013, je crois, y reviendra à sa manière en début d'après-midi. Alors, durant cette journée, il ne sera pas seulement question des effets de l'œuvre de Bourdieu sur le cas de Santi, ce lecteur passé comme d'autres par les épreuves sociales du classement, déclassement, reclassement, pour reprendre le titre d'un article bien connu de Bourdieu. Il s'agira aussi de comprendre ce que des lecteurs, marqués peut-être par la pathologie du déclassement versus pathologie de la promotion, pour reprendre une formule de Boltanski, attendent de cette sociologie. De comprendre les effets de cette sociologie sur ces lecteurs particuliers. Alors ces effets confortent-ils, dérangent-ils, restructurent-ils, inhibent-ils les dispositions critiques, les horizons d'attente de ces lecteurs, qu'ils soient intellectuels de première génération, il y en a au moins un à ma droite, qu'ils soient autodidactes et soutenus par leur bonne volonté culturelle. Dans son enquête sur la réception de l'œuvre d'Annie Ernaux par ses lecteurs ordinaires, c'est-à-dire non professionnels de l'œuvre versus lecteurs autorisés, eh bien Isabelle Charpentier, qui est sociologue, avance une hypothèse qui me semble tout à fait transposable au cas des lecteurs ordinaires, s'il y en a, de Pierre Bourdieu. Alors je cite Isabelle Charpentier, c'est dans un de ses articles.
L'une des hypothèses centrales de la recherche était de montrer que la lecture des récits d'Annie Ernaux était susceptible de permettre au lecteur, ordinaire donc, d'activer, d'actualiser ou de consolider des représentations du monde social et de soi, de sa propre place dans le monde social, de faciliter la gestion de trajectoires sociales improbables, douloureusement vécues. Fin de citation. Alors il me semble que mon livre, d'une certaine manière, vérifie cette hypothèse du côté de mon histoire de lecteur ordinaire de Bourdieu et de celle de beaucoup d'autres lecteurs ordinaires et autorisés de Bourdieu. Cette journée d'études s'ouvre à des questions sociologiques que mon livre peut renvoyer à vos propres réflexions et terrains de recherche, car en effet, les pistes sont nombreuses. Dans ce programme, nous aurons des interventions autour des effets émotionnels, affectifs, thérapeutiques possibles de la sociologie qui, du fait de la spécificité de son discours, à la fois scientifique et littéraire, tu en parlais tout à l'heure Gérard, sur le monde social, bien la sociologie peut susciter des réactions d'adhésion ou de rejet, peut générer une prise de conscience libératrice avec l'éclairage que procure la socio-analyse. Alors les contributions de Gérard Mauger et de Louis Pinto aborderont entre autres, je pense, ces aspects cet après-midi. D'autres interventions tourneront autour de la possibilité d'un usage non scolastique de la sociologie de Bourdieu avec Marc Joly d'un côté, qui s'interrogera sur les conditions de possibilité d'une compréhension de soi et du monde sociologiquement, et de l'autre Michel Quebeul qui ce matin nous évoquera son souvenir de la liste Champ, liste de discussions défuntes sur le web, qui était consacrée à des réflexions non scientifiques, à des réflexions pédagogiques autour de la pensée de Bourdieu et de ceux qui s'inscrivent dans son sillage. Une liste dont je parle dans mon livre et à laquelle Michel a participé il y a une quinzaine d'années et qui pourrait être un exemple d'usage collectif non scolastique, d'un usage militant de la pensée de Bourdieu. Nous aurons les contributions sur la manière de recourir à la sociologie de Bourdieu pour penser le travail avec Maxime Tijoux, et aussi les épreuves du déclassement social, de l'inconfort positionnel dans les univers de travail et ailleurs, des transfuges de classe, des déclassés passés par la sociologie. Alors les contributions de Nicolas Roux, de Pascal Martin, de Mustapha Bellossine et de moi-même iront sûrement dans ce sens. La contribution de Julie Pagy, je ne t'ai pas oublié, évoquera, si j'ai bien compris, les éléments de sa proximité biographique et dispositionnelle avec moi-même, en raison du fait d'avoir eu en commun des parents 68ards et d'avoir été porté par une vision critique du monde social, particulièrement confortée par notre lecture de Bourdieu, vécue comme une révélation. Les guillemets sont importants, pas entendre au sens religieux du terme. Et son intervention, donc à Julie, sera sans doute complémentaire à celle de Nicolas Roux, qui pose aussi la question de la mobilité sociale et des effets biographiques et politiques de la lecture de Bourdieu chez des lecteurs à l'épreuve du désajustement social. Alors bon, il est bien évident que ces thèmes de réflexion peuvent se recouper, que certains parmi vous ne manqueront pas peut-être de les articuler, de les reformuler, de les déconstruire, de les démolir. Bon, libre à vous, on verra bien tout à l'heure. Et l'art de la synthèse reviendra à Louis Pinto, auteur entre autres de la théorie souveraine, pour conclure cette journée particulière qui réunit ici des usagers professionnels et non professionnels, amateurs oserais-je dire, de la pensée de Bourdieu. Et Nicolas Roux, à ma gauche, sera chargé de mission. Durant cette journée, il sera à la fois modérateur et il veillera au temps imparti pour chaque intervention et discussion. Alors un petit peu encore de remerciements avant d'être dans le vif de mon intervention. Je tenais très naturellement à remercier Gérard Mauger et Louis Pinto, devant lesquels je me présente pour la première fois. Grâce à leur soutien et à leur encouragement, mon livre a pu voir le jour aux éditions du Croquant. Et il est certain que sans eux, je n'aurais pu envisager cette publication, ni le projet de cette journée. Je pense particulièrement au soutien de Gérard, auteur de la préface de mon livre, qui m'avait aidé à mettre au point mon manuscrit durant notre correspondance par mail et au gré de ses disponibilités que j'espère n'avoir pas trop sollicitées. Il y a 2 ans, avant d'adresser mon manuscrit à Gérard, je ne savais pas vraiment vers qui me tourner pour le faire publier. J'avais envoyé mon texte à quelques éditeurs, mais peu d'entre eux m'avaient répondu favorablement. Et puis je me suis dit, mon manuscrit décrit les effets de la sociologie de Bourdieu sur un lecteur déclassé. Mon texte raconte une histoire de lecteur et l'incidence biographique de ces lectures. On y retrouve les thèmes du... Il faut prendre le métro, ça y est arrivé. Il est arrivé. Public d'insertion, il y a le thème de la domination au travail. Ce livre est une tentative d'auto-socio-analyse qui se structure autour des repères, des lumières de la sociologie critique et qui se présente aussi comme un matériau utile, je l'espère, aux sociologues. Donc autant de thèmes, et il y en a d'autres,
réunis en un texte qui pouvait éventuellement intéresser quelqu'un comme Gérard Mauger. Bon, parce que je me souvenais de ses domaines de recherche, de ses terrains de jeu en sociologie. Je me souvenais aussi que j'étais entré en contact avec lui il y a une quinzaine d'années, à l'époque où je participais à l'animation de la liste chant sur le web. Et en 2004, j'avais proposé à Gérard de se prêter à un entretien électronique en faveur du site Les Pages Bourdieu, qui hébergeait justement cette liste de discussion. Les participants de la liste, de ce forum si vous voulez, avaient préparé un ensemble de questions autour du rapport de Gérard à la sociologie de Bourdieu. Cet entretien figure dans le livre Repère 1 de Gérard, pour résister à l'idéologie dominante, qui était publié, il me semble, en 2013. Le deuxième est sorti en septembre de cette année. Bon, etc. C'est donc pour tout cela que je me suis dit, bon, Raphaël, va frapper à la porte de Gérard Mauger, enfin, je veux dire à la porte de sa messagerie électronique, ton manuscrit pourrait peut-être l'intéresser. Et je réalise combien aujourd'hui j'ai eu raison de m'adresser à lui. Il fallait que ce soit dit pour moi ici. Alors, je suis donc très heureux. Mais bon, un peu tendu aussi, je dois bien vous le dire, de passer quelques heures avec vous, et en particulier vous, sociologues habitant la région nord-ouest de l'espace social. Vous vivez dans une belle région de l'espace social. Bon, je ne dis pas que c'est tous les jours facile pour vous d'y être, je vous comprends bien. Mais moi aussi, j'habite une belle région. La région sud-est de l'Hexagone, dans le Var. Et il semble que je suis aussi dans le sud de l'espace social au regard de mon emploi de moniteur-éducateur. Emploi de niveau 4, c'est-à-dire baccalauréat, selon la nomenclature des niveaux de formation en France. Mais en réalité, ce serait inexact pour définir ma position dans l'espace social. Non, non, je ne suis pas au sud de l'espace social. À vrai dire, je fais plutôt partie des classes moyennes, si l'on tient compte de l'ensemble des propriétés économiques, sociales de mon ménage familial, ainsi que l'ensemble des dispositions, des pratiques, des goûts des personnes qui le composent. Je vous donne quelques éléments. Moi, moniteur-éducateur, titulaire d'un CAP et d'un BEP d'électromécanicien, d'un DEA de sociologie avec une tentative de thèse ratée, titulaire aussi d'un diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Je suis marié à une femme, transfuge de classe, professeur de lettres modernes certifié, en lycée et hors classe du point de vue de la carrière. Autrement dit, une femme transfuge de classe, hors classe, attentive par ailleurs au rapport de classe dans ses classes et hors classe. Nous avons 2 enfants, dont l'un bachelier S, avec mention bien, qui veut devenir ingénieur en informatique. Nos 2 enfants ont appris le piano au conservatoire, et l'un des 2 sait jouer une composition de Chopin du bas de ses 10 ans. Et puis, dans cette famille, il y a des livres par centaines. Il y a, entre autres choses, le magazine Télérama, etc. Bref, une famille petite bourgeoise, avec sa bonne volonté culturelle, autrement dit, dans son rapport très tendu à la culture légitime. Une famille qui vote à gauche, bon, très à gauche. Une famille statistiquement banale que l'analyse des correspondances multiples placerait dans le cadran nord-ouest de l'espace social, non loin du nuage de vos positions, mais quand même un petit peu au sud quand même de votre nuage. Je vous donne ces indications, non seulement pour répondre à l'éventuelle question « D'où parles-tu, camarade Raphaël ?», mais aussi parce qu'un lecteur de mon livre avait pointé très justement que mon récit mettait trop en avant une sorte d'égo solitaire qui ne donne pratiquement aucune information sur sa famille, ni sur le soutien de celle-ci, ni sur les possibles tensions qui la traversent lorsqu'un de ses membres se confronte durablement aux épreuves de la précarité et du déclassement. Je dois dire que c'était un choix délibéré de ma part de ne pas avoir livré dans ce livre les effets, les retombées de mon déclassement dans la vie de ma famille. Indépendamment de la position de mon ménage familial dans l'espace social, et pour revenir à mon métier très rapidement, je fais partie, dit-on, des travailleurs sociaux. Bien. Mais, bon, au regard des tâches d'exécution qui me sont confiées dans l'établissement médico-social où je travaille, je dirais que je fais plutôt partie des employés médico-sociaux. C'est-à-dire ceux et celles qui, sur la base de salaires mensuels situés entre 1 000 et 1 500 € tout au plus, se coltinent la prise en charge quotidienne, en internat, d'adultes handicapés mentaux et marqués par des pathologies psychiatriques, des déficiences intellectuelles. Parmi mes tâches d'exécution effectuées matin et soir, et aux côtés de mes collègues moniteurs-éducateurs, aides-soignants, je travaille quasiment comme un aide-soignant et inversement, un aide-soignant travaille comme un moniteur-éducateur dans l'établissement où je suis. Il y a la distribution ritualisée des médicaments, l'aide aux douches, l'aide aux toilettes, l'aide pour s'habiller, l'aide pour se déshabiller, l'aide au changement des draps, l'aide au rangement du linge, l'aide au repas, l'aide pour les sorties extérieures, l'aide pour tout.
il y a le nettoyage parfois, ça arrive, de la souillure humaine sur fond des flux pestilentiels, sel, urine, salive, glaire, vomi. Il y a la gestion des comportements d'agressivité, de violence parfois, d'angoisse quotidienne, bon, et bien d'autres choses encore. J'exerce un métier social d'exécution sous la commande d'une politique managériale, d'objectifs, de moyens, d'exécution, d'évaluation, de résultats, que la direction de mon établissement se charge d'honorer auprès de son siège social. Mais bon, je ne peux pas vous parler objectivement de mon travail parce qu'il me domine, qu'il m'envahit parfois mentalement, et que ce que je pourrais en dire ne serait sûrement que le reflet d'un déclassé frustré, d'un petit bourgeois marqué par une trajectoire professionnelle descendante. Mes collègues de travail vous donneraient peut-être une vision méliorative, c'est-à-dire positive de leur métier, c'est-à-dire une vision indispensable à la croyance, à l'illusion que présuppose l'exercice de leur métier. Et sans doute aussi parce que leurs dispositions, celles de mes collègues, sont peut-être davantage ajustées que les miennes à l'emploi que nous occupons chacun. Si je vous dis tout ceci, ce n'est pas pour plomber l'ambiance matinale et vous donner la nausée avec l'évocation passagère de la souillure humaine, vraiment pas. C'est pour vous rappeler, et ce que je vais vous dire va vous paraître sûrement exagéré, caricatural, mais j'assume le propos, c'est pas grave, vous me reprendrez peut-être tout à l'heure. C'est donc pour vous rappeler que le rapport au monde social de gens comme moi, bon, il y en a des millions d'autres, est bien évidemment éloigné de la situation régulière de scollés, des intellectuels et des chercheurs, situation à partir de laquelle le monde social et les discours portés sur celui-ci peuvent être mis à distance pour être objectivés, pensés, interprétés. La situation de scollé, bon, en gros, vous le savez, la situation hors jeu du loisir studieux est éloignée des urgences, des nécessités, de la croyance au jeu, voire de la soumission au jeu imposé que produisent les univers de travail d'exécution comme le mien et comme tant d'autres sûrement plus difficiles encore, qui mettent durablement à l'épreuve le corps et l'équilibre mental. Et c'est une question qui pourrait se poser. Un dialogue sans malentendu est-il possible entre des gens comme vous et des gens comme moi, je dirais à plus forte raison comme Mustapha, pris par des impératifs, des nécessités, bon, comme celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, autour de mes conditions de travail, et qui sont éloignées de votre rapport intellectuel au monde social. Bon, je pose la question comme ça. Hein. Alors il me faut donc vous dire que la place que j'occupe ici même devant vous est assez inconfortable. Bon, je n'ai pas trop l'habitude d'intervenir en public, et surtout face à des gens comme vous, d'où vous le verrez tout à l'heure, mes hésitations, mes maladresses, mes ambivalences certainement, lorsque je répondrai à vos questions, à vos remarques. Je m'exprimerai devant vous et sûrement à votre différence, bon, dans un langage un peu de sens commun que je n'ai pas eu le temps, ni la capacité peut-être de passer entièrement à la moulinette critique, à la moulinette de l'objectivation. Alors, il y a pour moi comme un sentiment d'étrangeté et l'impression de vivre une situation irréelle. Je suis aujourd'hui sur le site Pouchet du CNRS à Paris avec tout ce que cela représente symboliquement pour moi, en présence de sociologues, dont d'anciens proches collaborateurs de Bourdieu, et je m'en réjouis évidemment beaucoup. Je dirais même que c'est un moment exceptionnel pour ce qui me concerne. Tandis que demain, le principe de réalité se rappellera à moi. Je regagnerai mon univers de travail et les petites mains du travail social et du soin auquel j'appartiens. Un univers très éloigné du vôtre, un univers dans lequel je ne suis pas non plus comme un poisson dans l'eau. Je repense à ce que me disait un lecteur de mon livre qui m'avait confié un jour ceci, je le cite. « Un peu comme vous, j'étais un prolo parmi les intellos et un intello parmi les prolos. » Fin de citation. Cette déclaration me semble significative de l'expérience du monde social que vivent parfois les transfuges de classe. J'ai quelques propriétés communes avec les transfuges de classe et ce qu'ils peuvent me dire de leur expérience du monde social est souvent très évocateur pour moi. Mais je me distingue des transfuges avec ma trajectoire marquée par des phases alternées de déclassement, du milieu vers le bas, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Bon, bref, une trajectoire caractérisée par des déplacements contradictoires dans la verticalité de l'espace social. Et les cas sociaux comme moi ne sont désormais plus des exceptions. Bourdieu relevait déjà le constat, dès la fin des années 70, dans son article visionnaire que j'ai mentionné tout à l'heure, classement, déclassement, reclassement.
Dans ses méditations pascaliennes, Bourdieu nous rappelait aussi ceci, je le rappelle, d'un côté, la généralisation de l'accès à l'éducation, avec le décalage qui s'ensuit entre les titres détenus, donc les possibilités espérées et les postes obtenus, et de l'insécurité professionnelle tend à multiplier les situations de désajustement génératrices de tensions et de frustration. Fin de citation. Vous avez devant vous un cas parmi des milliers d'autres de frustration et de désajustement que la lecture de la sociologie critique a aidé à digérer, à dépasser parfois, et grâce au recours à l'écriture. Alors, il me reste du temps quand même, oui. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. J'ai 20 minutes. Bon. Alors, à l'origine de ce livre, il y a une délivrance, une colère et un constat. La délivrance d'abord. L'écriture de ce livre était pour moi un moyen d'élever mon niveau de conscience à l'égard de mon destin social. Cet exercice d'auto-objectivation m'a permis de comprendre pourquoi, pour des gens comme moi, le monde social est souvent insupportable à vivre, qu'il est difficile d'y être comme un poisson dans l'eau. En attirant l'attention du lecteur sur mon histoire, je souhaitais surtout justifier l'intérêt de lire ou de relire la sociologie de Bourdieu en dehors d'un cadre scolastique pour l'envisager comme un moyen émancipateur pour des lecteurs qui ne sont pas forcément des usagers professionnels de la sociologie. Alors, une émancipation qui servirait à quoi, pourrait-on me demander? Eh bien, je dirais qu'elle sert déjà à mieux se représenter les conditions de production de l'espace social qui déterminent nos dispositions, notre rapport au monde. Et ce n'est pas rien si l'on accepte de pousser avec bonne foi l'exercice d'objectivation assez loin, c'est-à-dire de le pousser contre la propension spontanée à la dénégation, à l'intérêt de ne pas vouloir savoir sur soi, sur ce qu'il en est de l'histoire, de la sociogenèse, de notre rapport au monde social. Le chanteur belge Arnaud dit dans l'une de ses chansons que le passé n'est pas un endroit à visiter. Donc voilà une formule qui effraierait plus d'un historien. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec Arnaud. Je trouve que c'est plutôt salutaire d'aller visiter le passé qui nous a constitués, mais à condition de se faire violence, de s'y préparer, de s'outiller intellectuellement pour contrôler, apprivoiser les retours désagréables, insupportables du refoulé. Si, pour les sociologues, la réflexivité, l'effort d'objectivation du sujet objectivant sont une condition d'accès à l'objectivité scientifique et ainsi un moyen de revendiquer le monopole de la vérité sur le monde social, dans l'espace des luttes scientifiques, militantes, eh bien je dirais que pour des lecteurs déclassés et non professionnels de la sociologie comme moi, la socio-analyse proposée par Bourdieu est un moyen de se laisser moins dominer par le monde social et de convertir des humeurs critiques sous forme d'engagement pour tenter de défendre une certaine vision du monde social sur d'autres terrains que la science. Le compromis que j'avais trouvé pour ce qui concerne mon usage de la pensée de Bourdieu, c'était d'aller la défendre, de la diffuser tout d'abord à l'université et dans les écoles de travailleurs sociaux à l'époque où j'étais enseignant précaire, de la défendre ensuite sur les réseaux sociaux, de la défendre dans mes livres, à défaut de pouvoir la défendre ailleurs, surtout pas sur mon lieu de travail. Ça, je vais passer. Je vous avouerai que si cette sociologie m'a libéré et bien éclairé dans une partie de ma trajectoire biographique et durant mes longues épreuves de déclassement, de déqualification professionnelle, je dirais aussi qu'elle a eu plutôt tendance à m'inhiber, à me condamner au silence, à me mettre en porte-à-faux dans les univers de travail que j'ai traversés depuis une bonne dizaine d'années. Je m'en explique dans mon livre. D'abord, parce que je n'ai jamais vraiment rencontré d'interlocuteur pour échanger à ce sujet, et aussi, parce que je risquerais gros à convertir mes connaissances sociologiques en une ressource revendicative pour décrire et contester la politique managériale de mon employeur. Il y a ensuite une colère. Il y a une dizaine d'années, la lecture d'un livre intitulé « Pourquoi Bourdieu ?», dont je tairai le nom de l'auteur, m'avait mis en colère parce que ce texte prétendait nous dire que les causes du succès de l'œuvre de Bourdieu étaient à rechercher du côté des propriétés charismatiques, prophétiques, symboliques de Bourdieu, qu'il fallait rechercher ces causes du côté des propriétés de son discours. En gros, le discours de Bourdieu organiserait, selon le mot employé par l'auteur de ce livre, son irréfutabilisation. Le discours de Bourdieu serait paranoïaque, agonistique. Il résisterait aux objections qu'on peut lui opposer. Ce discours serait séducteur, captivant, séduisant, parce qu'il sidère le lecteur,
parce que ce discours sur le monde social se voudrait être celui du dévoilement, du cachet. Bon, bref, rien n'était dit dans ce livre, Pourquoi Bourdieu, faute d'enquête, sur la réalité de la réception et des usages de la sociologie de Bourdieu du côté des sociologues, ni du côté des lecteurs ordinaires de Bourdieu situés en dehors des champs intellectuels. En lisant Pourquoi Bourdieu, j'ai eu l'étrange sentiment de passer pour un lecteur naïf, béotien de Bourdieu par l'auteur de ce livre, très soucieux par ailleurs de neutralité axiologique. Bon, je ne suis pas sociologue, c'est vrai, mais je suis plutôt tenté de croire à l'impossible neutralité axiologique, comme le dit le titre d'un article de Roland Pfefferkorn, sociologue. Bon, j'ai écrit mon livre comme une manière de réagir à cette description du succès de Bourdieu, de la portée de son œuvre, qui me paraissait hautaine, moqueuse, réductrice, caricaturale, etc. J'ai écrit mon livre pour dire que cette œuvre de Bourdieu fut et reste salutaire pour des milliers de lecteurs ordinaires, transfuges, déclassés comme moi. Dans mon livre, je me suis interrogé sur les dispositions mentales du lecteur que j'étais, qui adhère à la théorie de Bourdieu comme une évidence tacite. Ma formation sociologique m'incitait à explorer cette évidence et à rompre avec la vision enchantée d'un lecteur ignorant ses propres conditions sociales de production. J'ai essayé de repérer dans mon histoire l'héritage des schèmes de perception et les expériences familiales, scolaires, professionnelles qui ont structuré ma conscience et fait de moi un lecteur dont l'horizon d'attente était préajusté à la pensée de Bourdieu. Combien de temps? Je demande parce que là je... Ça fait 25 minutes. D'accord, bon, très bien. Ensuite, un constat. Dans la littérature et la sociologie, on trouve des autobiographies et des récits auto-socio-analysés d'auteurs transfuges de classe, déclassés vers le haut. Richard Hogarth, Annie Ernaux, Didier Ribon, pour ne citer qu'eux, sont des auteurs connus qui ont témoigné et analysé les épreuves de leur déplacement vers le haut de l'espace social, au prix d'une rupture culturelle, symbolique, avec leur milieu d'origine. En revanche, on trouve très peu, si je ne me trompe, des récits d'auteurs qui décrivent et analysent l'expérience du déclassement vers le bas. Et on trouve encore moins d'auteurs, il me semble, qui décrivent l'expérience du déclassement alterné en pente contradictoire. Mon livre décrit ce genre de déclassement particulier qui a longtemps déterminé ma trajectoire, avec des pentes contradictoires qui ne sont pas sans laisser de traces dans le rapport à soi. Amertume, tension mentale, sentiment d'échec et d'indignité. Ce fut longtemps mon cas. Alors que beaucoup de lecteurs autorisés ont pu témoigner de leur rencontre avec Bourdieu, de leur réception et de leur usage professionnel de Bourdieu, eh bien, on sait en revanche peu de choses, il me semble, sur la réception de Bourdieu du côté des lecteurs ordinaires. C'est donc dire que mon livre, et ça c'est pour le côté cocorico, est sûrement un des seuls, qui décrit les effets de la lecture de son œuvre sur la vision du monde et la trajectoire biographique d'un lecteur ordinaire, tout d'abord autodidacte, mais à l'épreuve permanente du déclassement social. Je vais terminer mon intervention sur une dérive de l'illusion biographique que j'ai pointée dans un petit passage de mon livre, suite à la remarque d'un de mes lecteurs. Durant l'écriture de ce petit livre, j'avais comme préoccupation cette question suivante. Comment raconter mon histoire autour de ma découverte de l'œuvre de Bourdieu sans me raconter d'histoire, et donc sans raconter d'histoire au lecteur pour être au plus près de la vérité? La question, la remarque, vaut effectivement pour tout un chacun. Le point de vue que j'exprime sur ma place dans le monde social est un point de vue parmi d'autres, dans l'espace des points de vue possibles. Il y a celui de ma famille, de mes amis, de mes collègues de travail, qui peuvent revendiquer le monopole de la vérité sur moi-même, fût-ce à mon corps défendant. Le point de vue égocentré est l'une des dérives de l'illusion biographique que j'ai essayé de limiter, mais sans pouvoir y échapper. Et en effet, il y a par exemple un passage dans mon livre où je suis tombé dans ce piège parce que mon auto-socio-analyse n'était pas vraiment décentrée. Je décris, page 101, un échange anecdotique avec un collègue de travail, docteur en sociologie, à l'époque où j'étais enseignant précaire, sans doctorat à l'université. Pour rappel, voici comment je décris et commente dans mon livre cette anecdote, page 101. Alors je me cite. C'est très bizarre de se citer.
Bon, je me souviens un jour d'un collègue précaire comme moi, docteur en sociologie, et à la recherche d'un poste de maître de conférence, qui partageait une relation amicale avec un sociologue relativement connu dans le champ sociologique et qui venait de publier un ouvrage de référence. Ce collègue me dit alors « Moi, je suis entièrement d'accord avec Bernard. C'est vrai, Bourdieu n'est pas capable de penser le changement. » Alors moi, je lui rétorquais tout le contraire, en donnant les exemples étudiés par Bourdieu, de Flaubert, de Manet, d'Heidegger, dont les parcours et les coups de force symboliques, dans leurs champs respectifs, avaient contribué à bouger les structures. Je lui dis alors que ton Bernard n'avait sûrement pas du tout lu Bourdieu pour sortir des énormités pareilles. Mais bon, comme je n'étais pas docteur en sociologie, ni producteur d'ouvrages en la matière, il m'était difficile de convaincre. Cette anecdote illustre cette position personnelle d'inconfort intellectuel face à l'ensemble de mes collègues, précaires et statutaires, auprès desquels je n'avais pas fait mes preuves scientifiques par la réussite d'une thèse et de publication. J'étais un dominé dans la cour des dominants enseignants, vis-à-vis desquels je me sentais soumis, empoté. Fin de citation. Alors on observe ici, dans ce passage, un échange très bref autour de la sociologie de Bourdieu, suivi d'une interprétation autocentrée, la mienne, du contexte de cet échange. On a compris, j'avance, que je suis le dominé dans cet échange, bon, parce que je suis dominé dans l'espace des positions, à l'université, etc. Alors il se trouve que cet ancien collègue, devenu entre-temps MCF et HDR, a lu mon livre, et ce passage où il s'est immédiatement reconnu. Et il m'a donné une toute autre interprétation du contexte de notre échange autour de la sociologie de Bourdieu. Je vous cite quelques passages prélevés d'un mail qu'il m'avait adressé l'année dernière à ce sujet. Il me l'a autorisé, hein, donc je me permets de le faire. Il m'a dit « Tu ne dis pas qui je suis ». Bon, d'accord, on ne dira pas qui c'est. Bon. De mon point de vue, Raphaël, c'est-à-dire dans ma manière à moi d'avoir vécu cette période, je peux te dire que ce n'est pas ma façon d'interpréter la situation. C'est même l'inverse. Et je vais essayer d'expliciter pourquoi. Je ne me sentais tellement pas légitime face à toi en matière bourdieusienne que j'ai dû aller chercher un tiers, c'est-à-dire Bernard, pour me donner un peu plus de légitimité. Car imagine ce que cela peut induire de postuler à des postes de MCF, d'être classé 2e, 3e à plusieurs reprises, mais sans finir premier. Cela use aussi et construit un rapport particulier au monde universitaire, pouvant renforcer un sentiment d'illégitimité, voire d'échec. En l'occurrence, Raphaël, ta façon d'interpréter la situation au regard des positions objectives à l'université ne tient pas compte de ma façon d'interpréter la situation. Car j'insiste, c'est moi qui me sentais dans mes petits souliers. Bref, ce n'est pas parce que tu n'étais pas docteur que tu ne m'as pas convaincu. C'est parce que tu n'étais pas docteur que ta maîtrise de Bourdieu délégitimait ma propre position. Ce qui n'est pas la même chose. Ou dit autrement, c'est précisément parce que tu n'étais pas docteur maîtrisant Bourdieu que je ne pouvais être convaincu. Ma seule ressource fut Bernard, de par sa position légitime. Bon, bref, des histoires d'ego à la con, quoi. Fin de citation. L'interprétation que me donne cet ancien collègue du contexte de notre échange se présente comme contradictoire à ma version décrite, page 101. Il m'indique que c'était lui qui était dans ses petits souliers face à moi, chose que j'ignorais complètement à l'époque de cette anecdote. Mon interprétation des faits et la sienne, bien qu'en apparence contradictoire, permettent d'accéder à un troisième niveau d'interprétation, intégrant les deux précédents, et qui serait l'effet d'un quiproquo structural ou d'un malentendu structural, pour reprendre une formule de Bourdieu, malentendu que mon récit égocentré ne pouvait pas voir. Il est vrai que les positions individuelles inégales dans un espace social donné, bon là ça se passait à l'université, et que la lutte pour des statuts convoités au sein de celui-ci peuvent générer des relations imaginaires aux collègues de travail. Par exemple, il est plus brillant que moi, je suis meilleur que lui, il n'y connaît rien. Tiens, encore un homme arlien qui parle des classes populaires sans les connaître, quoi. Bref, des relations imaginaires qui restent à l'état implicite parce qu'elles sont déniées ou ignorées. Il y avait donc une relation imaginaire entre ce collègue et moi-même, dont l'enjeu était une quête de légitimité qu'il fallait rapporter au contexte de positions précaires et d'accès difficile aux postes statutaires à l'université. L'interprétation de mon collègue m'a donc permis de constater dans ce passage de mon récit ma dérive interprétative, égocentrée et oublieuse
de l'espace des points de vue qui constitue l'arrière-plan déterminant cet échange. Bon, point de vue à entendre au double sens, un poids objectif dans l'espace universitaire et une représentation subjective des positions dans cet espace. Et cela me fait directement penser à ce que disait Bourdieu au sujet des interactions les plus ordinaires, les plus banales dans la vie quotidienne. C'est dans Choses dites, page 151-152. Je le cite. « Les interactions cachent les structures qui s'y réalisent. C'est un de ces cas où le visible, ce qui est immédiatement donné, cache l'invisible qui le détermine. On oublie ainsi que la vérité de l'interaction n'est jamais tout entière dans l'interaction, telle qu'elle se livre à l'observation. » Fin de citation. Bon, au passage, il me semble qu'il y a sur cette thématique qui articule le visible et l'invisible une référence à la formule de Bachelard que Bourdieu reprenait quelquefois. Bon, il n'y a de science que du cachet. J'ai fini quasiment. Hein. Ah bon, je suis dans les temps. Pour revenir brièvement à l'exercice de construction d'un récit auto-socio-analysé comme le mien, je dirais que dans l'idéal, il faudrait pouvoir préalablement enquêter auprès de ceux qui ont fait partie de votre entourage proche et moins proche. Parents, fratries, amis, collègues de travail, etc., pour connaître leur point de vue et ainsi contrôler cette dérive interprétative égocentrée. Mais les conditions ne sont pas forcément réunies pour satisfaire cette exigence. Vous pouvez perdre le contact avec vos amis et vos collègues de votre passé. Vous pouvez ne plus avoir vos parents ou être en conflit avec eux, ou être dans une communication faite de malentendus, d'incompréhension, de relations imaginaires. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit, il me semble, dans les textes d'Annie Ernaux et de Didier Ribon lorsqu'ils parlent de leurs parents. Et cela rend difficile l'accès à la vérité globale des rapports familiaux, de votre enfance à l'âge adulte, c'est-à-dire une vérité qui devrait tenir compte des points de vue de chacun des membres de l'espace familial. On ne peut donc compter que sur notre bonne mémoire, nos souvenirs, pour décrire l'état des relations et des positions de ceux qui ont fait partie de notre entourage familial, amical, professionnel, avec les risques interprétatifs que ces souvenirs induisent. Voilà, je m'en tiens là, sans conclure, parce que je ne sais pas faire de conclusion. Merci. Merci beaucoup, Raphaël, pour l'introduction, et merci, Gérard, pour l'introduction de l'introduction. Donc on a environ une vingtaine de minutes de discussion avant de passer aux prochaines interventions. Donc la parole est à la salle. Alors, on va prendre plusieurs questions. Il y avait Louis Pinto et Monsieur derrière. Merci. Oui, c'est une demi-question. Je ne pourrais pas penser la modestie de Gérard, mais il avait dirigé un livre qui s'appelait Rencontre avec... Je sais, je le connais bien. Or, je pense que une des questions que tu te poses, trouve une réponse dans le fait que le livre présente un certain matériel, c'est-à-dire pas mal de gens qui ont raconté oui, c'est vrai, cette rencontre c'était fait, qu'on voit bien la diversité. Enfin, j'ai pas le livre en tête. Oui, effectivement. La diversité des trajectoires. Il n'y a pas comme ça une armée bourdieusienne légitime face à des profanes déplacés. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que le premier centre, comportait beaucoup. Comportait beaucoup de gens avec des trajectoires un peu bizarres. Enfin, je sais pas, aussi bien Boltanski était un cas. Enfin, il avait une scolarité bizarre. Et maintenant, on a pas mal d'éléments biographiques sur lui, en particulier grâce au fils qui a publié un livre très intéressant. Monique de Saint-Martin, Yvette Delceau, etc. Enfin, c'était des gens qui n'étaient pas des normaliens agrégés venant apporter leur caution. Voilà, un Bourdieu qui, à l'époque, était lui-même indécidable sur le plan de sa position dans le champ intellectuel. Alors, c'est vrai qu'il faudrait nuancer selon les générations. Enfin, les gens qui arrivent après... dans les années 70, 80, etc., c'était encore une autre histoire. Et je pense d'ailleurs qu'une histoire du groupe en passerait nécessairement par
ces analyses socio-générationnelles, quoi. Voilà, non, c'était Une remarque, oui, tout à fait justifiée, à laquelle je ne sais pas trop quoi répondre, mais j'ai peut-être enfoncé le clou en faisant cette différence-là. Bon, peut-être, hein, mais bon. Ah, je peux juste dire un mot à ce propos. Prends le micro. Ah oui. Juste un mot à ce propos, ce serait la question qui se trouve posée implicitement, c'est aussi celle de l'échantillon qui était qui figure dans ce livre. J'ai fait ce que j'ai pu, voilà, c'est un échantillon à l'agonie. Je me souviens que je l'ai ouvert, j'ai sollicité tous ceux qui voulaient, voilà. Tous ceux que, alors j'ai eu des refus, voilà, y compris des refus bizarres. Bon, je n'en parlerai pas. Ils sont disponibles pour les archives. Ils sont disponibles pour les archives. J'ai eu des sollicitations, quelques-unes. Alors, je ne sais pas d'où elles me venaient, mais enfin, comme ça, par rebonds successifs. Mais c'est évidemment, voilà, un échantillon dont je ne connais pas vraiment les propriétés, quoi. C'était, au fond, j'ai sollicité tous ceux que je connaissais. Voilà, absolument tous ceux que je connaissais. Y compris des gens que je n'avais pas forcément très envie de solliciter, mais bon, je me suis forcé à le faire, voilà, bon. Voilà, et donc voilà, ce que je peux en dire, c'est ça, c'est à la fois qu'il s'est étendu au-delà de ce que je pensais, et que par ailleurs, il s'est restreint, alors là, de façon tout à fait surprenante. C'est ce qui m'a le plus surpris, d'ailleurs, c'est ceux qui ont refusé de répondre. Voilà. Bon, il y avait beaucoup d'universitaires, quand même. Ah oui, bien sûr. Beaucoup. Il y avait Oui, des artistes. parce que c'est ce que j'avais sous la main. Il y avait aussi des artistes, une artiste Oui, aussi qui oui, témoignait. oui, bien il y a sûr. Nierno aussi, je me Oui, souviens de ça. quelques-uns, oui, voilà, dont je savais qu'ils avaient lu, qu'ils s'y étaient intéressés. Donc oui, j'ai sollicité aussi ceux-là parce que je les connaissais. Voilà, mais bon. Alors, il y avait une demande d'intervention derrière. Marc. Lève la Bon, après, main. Oui, ça doit être mon Dieu. Bah, comme j'ai le micro, je peux faire juste avant toi. C'était toi? Parce que comme c'était dans la suite, je profite d'avoir le micro parce que dans le fil de ce qui a été dit, puis en plus ça s'adressait un peu à Jérôme qui est dans la salle, c'est que je me dis que ce qu'il faudrait faire, mais je sais pas dans quelles archives, un beau corpus serait, qui serait aussi limité, mais de travailler sur les lettres qui ont été envoyées, le corpus de lettres envoyées à Bourdieu sur les effets de sa lecture. Et c'est vrai que voilà, c'était ma question de où sont ces lettres, Jérôme? Et as-tu une idée de l'étendue de ce corpus ou pas, et s'il est classé quelque part? Chose qu'Isabelle Charpentier a faite pour Annie Ernaux, par exemple. Elle a travaillé sur un corpus de 1500 lettres adressées, qu'elle a conservé. Donc bonjour, donc je suis Jérôme Bourdieu. Donc oui, c'est reconnu. C'est l'occasion de se rencontrer. On est en relation depuis un moment par mail. Et d'abord, je voudrais m'excuser d'être arrivé en retard. Je ne connaissais pas les règles de la ligne 13, qui est assez impressionnante. La fameuse ligne 13. Et en plus, je m'excuse par avance de devoir repartir plus tôt parce que j'organise un séminaire à l'autre bout de Paris, à Jourdan, à 12h30. Donc, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Donc, je suis aussi un lecteur très... Alors, je vais d'abord répondre à cette question. Les archives sont... en dépôt à Sainte-Barbe, à l'EPHE. Elles vont déménager à Condorcet à l'été. Là, elles sont en cours d'inventaire. La partie correspondance a fait l'objet d'un classement, et donc il y a déjà une sorte d'inventaire de cette correspondance. Et il y a évidemment des lettres et des témoignages du type de ce dont tu parles. Donc la mise en valeur de ces archives prend du temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, notamment du côté des archives, mais ça va se faire, et je pense que c'est un des aspects importants du travail qui peut être fait sur ces archives. Bon, je voulais juste, pour ma part, d'abord remercier Raphaël de Santi de son livre que j'ai lu et on en a discuté. Je trouve que c'est un témoignage extrêmement impressionnant et important. Et je voulais rajouter une anecdote personnelle pour dire ce qui, pour moi, est commun à d'autres expériences de ce témoignage. C'était la semaine dernière, le gardien de mon immeuble, qui d'habitude m'interpelle parce que j'oublie d'aller chercher un colis, il m'engueule parce que je ne suis pas passé par la bonne porte, qui est un gaillard de 1m90, un ancien vigile, et sur sa loge, il y a une image avec de son chien, qui est un berger allemand. Il dit « Je fais 100 mètres en 5 secondes, et vous ?» Donc voilà, c'est ça le personnage, et il me dit « Au fait, je vous ai jamais demandé, mais vous avez un rapport avec le philosophe ?» Je
j'ai l'habitude de cette question, donc je dis oui, puis moi je m'attendais avec toutes sortes de préjugés au pire, disons. Voilà. Et il me dit, ah, ça alors, moi, je passe mon temps à écouter des vidéos de Pierre Bourdieu et vous avez un sacré héritage. Bon, ça, il ne sait pas ce qu'il dit, hein, mais bon. Et donc voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est je rencontre très souvent des gens qui ne sont pas du monde universitaire, mais vraiment pas du tout, et qui ont une connaissance par des moyens très divers, c'est ça aussi que je voulais dire, de l'œuvre de Bourdieu, et qui sont intimement interpellés, émus, concernés. Je ne sais pas exactement ce que lui en pense, j'en ai pas reparlé. Et je pense qu'il y a peu d'œuvres académiques, contrairement à ce que croient les académiques, qui ont autant d'impact et autant de lecteurs. Et le travail de passage que fait le livre de Raphaël de Santi me semble très important et témoigne, y compris du côté des intellectuels, de l'importance de cette lecture, de cette réception générale, non académique de Bourdieu. Et en ça, je voulais l'en remercier. Merci. Oui, je ferai juste une petite remarque sur ce que vous avez dit sur votre dérive égocentrée. Je trouve que vous êtes un peu allé trop loin dans l'autocritique. Je trouve c'est très intéressant, hein, cette possibilité que vous avez eue d'avoir un échange, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans après. 15 ans après. Ouais, avec à propos d'un échange de ce type. En fait, vous dites j'étais un dominé dans la cour des dominants. Vous auriez écrit j'étais un dominé dans une cour de dominants et de dominés, ou bien j'étais à la périphérie d'une cour de dominants et de dominés. Il n'y a plus aucun problème dans votre restitution de ce qui s'est passé et dans le fait de rendre justice à la position de celui avec lequel vous discutez, qui lui utilise un nom, François ou Bernard, pour... Ça cache un nom de sociologue. Même dit aussi, ne dit pas à quel sociologue... Ouais, mais peut-être qu'on a deviné, mais peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous réagissez à un effet d'autorité et ça vous renvoie à votre propre position. Bon, et on ne peut pas exactement savoir ce que l'autre a dans la tête, mais pour moi, il n'y a pas de dérive égocentrée gravissime dans ce passage. Voilà, mais c'était tout ce que je voulais dire. Non, mais pour moi, ça me semblait quand même important de rappeler ça. Voilà. C'est génial d'avoir pu... Intéressant de le souligner. Ouais, bien sûr. Je me permets de rajouter un petit mot par rapport à ça. Pour continuer à appliquer l'appareillage conceptuel bourdieusien pour expliquer cette interaction, il y a aussi le fait d'être dominé dans un espace social par rapport aux intellectuels. Et ensuite, il y a la situation à la fois dominant et dominé dans un champ qui est celui du champ académique. Donc il y avait ces deux champs qui étaient en relation dans ces interactions. Donc ton interprétation sur j'étais dominé dans la relation objective, elle n'est pas fausse. Et l'interprétation de ce sociologue qui est dominé dans le champ académique, ce qui a des effets sur ces interactions, y compris avec des non-sociologues. Voilà, donc c'est juste pour aller un peu plus loin dans cette dimension-là et pour dire que ces deux vérités, quelque part, elles existent aussi. D'accord. Bon, je ne rebondis pas parce que je ne sais pas trop quoi dire, ça viendra peut-être après. Mais ce que je voulais dire, pas dans cette intervention, dans mon livre, qu'au fond, cette rencontre-là avec l'œuvre de Bourdieu, c'est une rencontre, j'ai envie de dire, sociologiquement banale. Hein, quand on regarde mon histoire, hein, voilà, je suis né dans un milieu où il y avait une perspective critique par rapport au monde social, il y a les bons, les méchants, etc. Je me retrouvais dans cette pensée-là, c'était pas un hasard. Mais un hasard quand même, parce que Bourdieu, à l'époque où je l'avais découvert, hein, je devais avoir 20 ans, mais... personne ne m'en avait parlé. Hein. Moi, j'étais pas à l'université, on n'en parlait pas dans ma famille, autour de moi. Ça a été en lisant un livre de Luc Ferry, d'Alain Renaud. Je tombe sur le nom de Bourdieu. Je trouve que ça parle de choses intéressantes. Ça va plus loin que Marx. Je me dis, il faut quand même aller voir, quand même. Parce qu'ils ont tendance à rabaisser ça. Ça me paraît exagéré, quoi. Et pour moi, c'est important de le dire. Voilà. À la fois, oui, c'était prédéfini à l'avance, cette rencontre. Mais en même temps, il y a eu ça, quand même. Je vois ce nom-là. Je vais m'y coller. Le lire, et je devais même combattre ce sentiment de dire mais c'est pas pour toi, arrête. Bon. Donc il a fallu du temps et je dirais même
allez, ça ne me fait pas peur de le dire, une forme d'enfermement dans cette lecture, parce qu'il fallait se lever tôt pour la comprendre, pour gagner, si vous voulez, en termes de libération un petit peu intellectuelle, entre guillemets. Voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps, je ne le regrette pas, bon, même si ça ne m'a pas mené où je souhaitais vraiment, mais voilà. Hein. Le livre dit ça, c'était prédéfini, puis il y a aussi quand même une rencontre qui est quand même un petit peu hors du commun, finalement, je trouve. Voilà. Oui. Une intervention. Attendez. Ah, c'est bon. Merci. Ça va là? Donc moi j'avais une question en rebond sur la fin de l'introduction de Raphaël, puisque tu prenais le point de vue donc d'un collègue que je connais, puisque j'ai un peu travaillé avec Raphaël à un moment donné à l'université de Brest. Puis on a un parcours un peu similaire, même si moi j'ai fini par obtenir le poste de maître de conférence à un moment donné. Et à un moment donné, c'était le point de vue de tes parents. Est-ce que tu t'es intéressé depuis que tu as fait le livre? Est-ce que tu leur as posé des questions? Et j'étais notamment curieux de savoir, est-ce qu'ils auraient pu ne pas faire les choix qu'ils ont fait à l'époque, vivre ailleurs, ne pas courir le risque de finalement cohabiter avec des catégories populaires? Est-ce que le fait d'avoir fait ce choix-là correspondait à un projet qui était à la fois un projet politique et professionnel pour eux, c'est-à-dire vivre dans ces zones-là, ne représentait pas pour eux un risque ou une prise de risque de déclassement social pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, parce qu'ils avaient dans l'idée, idéal 68 arts, que par du travail social, on pouvait amener avec soi et sortir de ces lieux de relégation, disons. Bon. Et du coup, est-ce que, pour comprendre tout, finalement, il ne faudrait pas mettre un peu en scène aussi et en contexte de ta trajectoire, ce qui s'est passé dans les années 80, finalement, bon, une énorme dégradation du marché du travail, un chômage endémique, un peu de masse, etc. Bon, qui fait que vivre dans ces endroits-là, notamment pour des gens comme toi, c'est-à-dire des garçons, ta sœur s'en est sortie mieux, je crois. Bon. Non. Mais elle a passé le bac, etc. Bon. Oui, mais bon, ça ne veut rien dire, non. Mais non. Mais tu vois la question, bon. Et du coup, est-ce que leur projet familial, leur projet un peu politique aussi, leur projet militant, de travailleur social, etc., n'a pas été non plus aussi complètement impacté par voilà, ce qui s'est passé un peu de précarisation généralisée, dégradation du marché du travail, etc., ce qui n'apparaît pas du tout dans ton livre. Bon, je répondrai que sur deux aspects. Sur la réception du côté de ma famille. C'est quelque chose d'assez compliqué, dont il m'est difficile de parler ici, mais il y a une crainte que je ressors des choses sur des expériences éducatives que j'ai eues avec mes parents. Ils ont pensé que ce livre était une sorte de livre qui pourrait leur faire des reproches, au fond. Ils avaient une perception imaginaire, ils craignaient de ce que j'allais dire à propos de mon histoire. Et à un moment donné, même dans mon écriture, je fais référence au concept de petite bourgeoisie, et je sais que c'était mal reçu du côté de mes parents, par exemple. Ah non, je ne suis pas un petit bourgeois, je ne suis pas quelqu'un d'étriqué, etc. Je veux dire, j'employais des termes sociologiques qui étaient pris au pied de la lettre, dans le sens ordinaire. Donc la réception était compliquée. À la limite, je n'ai même pas eu de retour spécialement de mes parents ni de ma sœur, mais plutôt de la famille éloignée et de lecteurs inconnus. Donc c'est difficile d'en parler. Donc je préfère même ne pas en parler vraiment ici, même si je l'ai abordé un petit peu. Quant à la question du fait que mes parents auraient choisi d'habiter dans une cité populaire, en fait, le problème ne se posait pas comme ça. C'était pas vraiment un choix. Si vous voulez, les cités HLM, au début des années 70, étaient assez mixtes quand elles ont été créées. Ça brassait une population. Bon, ça permettait à beaucoup de populations d'y être avec des loyers pas trop chers. Donc, il n'y a pas eu un choix derrière ça, un peu à la manière d'un établi qui va à l'usine. Je vais aller voir les classes populaires, y apporter quelque chose. C'est pas venu comme ça. Non, ils sont restés jusqu'à la période qu'on a pu observer à ce moment-là, fin des années 70. Beaucoup, les quartiers HLM sont désertés par les classes populaires qui ont accès aux pavillons résidentiels. Bon, mes parents, au début des années 80, ils n'ont pas accédé à la propriété, mais ils ont pu obtenir un HLM dans un centre-ville. On avait quitté du coup les quartiers. Voilà. Mais pour moi, c'est important de te le dire. Il n'y a pas eu un choix, un parti pris d'aller apporter une contribution à l'encadrement militant des classes populaires. Puis il se trouvait qu'à l'époque, mon père, au début des années 70, il n'avait pas trop de boulot, et il sentait que dans la cité HLM où nous vivions, dans la banlieue nantaise, qu'il y avait quelque chose à faire finalement, sur le terrain de l'animation socioculturelle.
Donc il a rencontré des animateurs, etc. Et puis il a participé à la mise en place d'un centre socioculturel. C'est parti de ça. Et donc Julie, dans ton livre, tu disais de mon père, parce que voilà, tu viendras tout à l'heure, hein, tu avais enquêté sur mon père, moi-même, dans le cadre de ta thèse. Mon père a fait du militantisme dans son métier. Voilà, hein, c'est ça, c'est pas un militantisme dans un parti, bien qu'il quand même côtoyait une cellule communiste, hein, mais voilà, il ne militait pas spécialement pour le communisme, hein, il militait au nom de l'éducation populaire par son travail. Hein, voilà. Donc voilà, c'est pour te dire, il faut faire attention quand on dit oui, pourquoi ils ont fait le choix d'eux. Bon voilà, il se trouve qu'on est dans un espace urbain donné, on va là plutôt qu'ailleurs, sans que ce soit forcément des choix. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à peu près. Est-ce qu'il y aurait une ou deux interventions avant de passer à la suite? Oui. J'ai souligné une phrase de Bourdieu que je voudrais vous lire pour que vous réagissiez, parce qu'elle me semble, comment dire, à la fois vraie et énigmatique. Vrai et relativement énigmatique. Je vais aller à voir, je crois, avec ce dont on est en train de parler. Il disait: ceux qui sont en position de dominer dans le champ intellectuel ont en général plus intérêt à entendre la vérité scientifique. Il y a une affinité entre la position de dominer et la position scientifique, ce qui ne veut pas dire qu'il suffit d'être dominé pour voir la vérité scientifique. Voilà. Je pense que, comment dire, c'est une phrase qui me semble à la fois vraie, je crois, empiriquement vraie, c'est constatable. On se dit, ah bah oui, voilà, je sais pas, cette journée en est une manifestation. En même temps, alors c'est une énigme, parce qu'on vous demandait pourquoi. C'est quand même pas tout à fait évident, quoi, de savoir mais pourquoi ça. Ça me semble être un vrai problème, quoi. Je te le soumets, d'ailleurs, dans une certaine mesure. Bon, ce qui ne veut pas dire que, ouais, quand à la suite, bon, ça va. Ça ne veut pas dire que pour autant, voilà, il y a une espèce de position privilégiée pour voir la vérité. Bon, enfin, d'une certaine façon, ça l'indique aussi, mais voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, ce que je veux bien croire. Donc, ce qui est vraiment, à mon sens, le problème, c'est voilà, la question de cette affinité, que je crois empiriquement vraie, mais qui ne me semble pas évidente à comprendre. Voilà, ça ne me semble pas... Pour moi, c'est relativement énigmatique. Mais bon. Moi, ce qui m'a fait un peu hériter de la représentation critique, hein, du monde social, c'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents, ça c'est clair. Hein, quelque chose d'assez diffus dans la famille, consistait à me faire comprendre que le monde social, ça ne va pas de soi. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Et plus que ça, bon, c'est ce que j'en retiens quand j'étais enfant. Il y a les bons et les méchants. Hein, il y a les capitalistes, les patrons, les fachos, les réacs d'un côté. De l'autre, il y a ce que je devais comprendre comme étant bon, le peuple, les gentils, etc. Hein, ça, c'était le discours que j'entendais par mon père dans les discussions virulentes des tablées familiales. Et j'entendais ça comme ça. Hein. Mais quand je vivais, moi, le monde social à l'école, bizarrement, avec les enfants de classe populaire, ils n'étaient pas si gentils que ça, finalement. Hein. C'était même ceux qui me menaient la vie dure, quoi. Hein, se faire traiter de pédé, de tapette, parce qu'on est devant le professeur en classe, on essaye d'être sérieux, voilà, on est repris par ces choses comme ça. Et cette contradiction-là, ça a été pour moi compliqué à m'en rendre compte. Hein. De même, quand je me suis retrouvé à travailler à l'usine, voilà, j'étais très partagé entre... à la fois cette compréhension de ce peuple, de la classe ouvrière, puis en même temps une forme d'agacement lié à mon héritage petit bourgeois. Voilà, bon, ils sont beaux, ils lisent pas, ils sont rustres, voilà, ça m'énerve, j'ai pas envie d'en être. Bon, et pourtant, lointainement, mon père me disait que c'était des gens bien. Bon, voilà. Donc, ça, il a fallu quand même qu'à un moment donné arrive quelque chose comme la lecture de Bourdieu pour me saisir de ça. Hein, j'avais une position que j'avais du mal à définir. En tant que lycéen, en tant qu'apprenti ouvrier, j'avais conscience de quelque chose comme la reproduction sociale en lycée professionnel, c'était manifeste. J'arrive en classe de BEP en première année, j'avais 17 ans, ça se voyait, c'était tous des enfants de prolo. Voilà. Et j'avais eu une remarque en direction de mon père, je ne l'ai pas mis dans le livre, j'aurais pu le dire. Je lui avais dit, il s'en est souvenu, hein, tu vois papa, en fait moi je suis né dans un milieu... j'aurais pas dû être ouvrier, quoi. J'aurais dû aller jusqu'au bac, quoi. Bon, ça l'avait surpris. Mais ça veut dire que j'avais une compréhension pratique, il y avait quelque chose d'assez étrange, finalement, dans le fait de se retrouver en lycée professionnel, alors qu'au fond, j'aurais peut-être plutôt dû, compte tenu de l'héritage culturel, de la transmission qu'ils m'ont donné, me retrouver plutôt dans une voie, entre guillemets, je mets des guillemets partout, ordinaire, normale, qu'on dit la terminale, le baccalauréat.
Donc ça, je le voyais en lycée professionnel, c'était manifeste, à l'usine forcément. Et puis aussi, pardon, on va arrêter. Vas-y, une ou deux minutes. Et puis ce sentiment de porte-à-faux, bon, que je raconte aussi dans mon livre, d'être à travailler avec des enseignants dans un lycée. On se dit, mais bon, voilà, il devrait être bien quand même là. Hein, il y a la culture, il y a les livres, il est autodidacte, c'est super. Bon, pourquoi ça se passerait mal? Bon, ben non, il y a quelque chose qui vous rattrape derrière. J'avais pas le baccalauréat, je n'avais pas fait d'études, je connaissais pas toutes les références littéraires. Donc devant les enseignants qui arrivaient dans un CDI, parfois j'étais très empoté. Hein, voilà. Donc la sociologie de Bourdieu m'a permis quand même de me situer par rapport à tout ça. C'était franchement salutaire. Hein. Bon. Merci Raphaël. Je vous propose de clore cette première session de discussion. Peut-être une toute petite pause rapide.